Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh oui mes amis, nous sommes en été. Je pense que Roland a l'habitude de nous dire « J'attends la fin de l'année pour faire la fête », mais quand on aime l'été, quand on aime les vacances, je pense qu'on se rapproche. Et ça c'est quand même très très bien puisque nous sommes le 176e jour de l'année. Oui, il en reste 189 quand même avant le nouvel an. 4e jour du signe astrologique du Cancer, oui c'est vraiment un signe d'été. Et 7e jour du mois de Messidor, ça aussi on sent l'été. Messidor c'est quoi ? La moisson. Oui, et qui dort. Pardon. Ou le Messire qui dort. Dans le calendrier républicain français, ça nous fait simplement le jour d'une plante que tu dois adorer, qui s'appelle le concombre, mes amis. Je pense que l'on a tous envie de cultiver ça. C'est un fruit, il faut bien dire, c'est un fruit botaniquement qui est frais, qui est agréable. Ah oui, parce que ça contient je sais pas combien, ça 95% d'eau au moins, non ? Je crois que c'est 96, on verra, 96, on verra tout à l'heure. Mais oui, c'est un des légumes les moins caloriques, donc vous pouvez en manger des kilos, on ferait il n'y bien. a aucun problème. Voilà, ça peut peut-être faire quelque chose. Alors c'est une plante annuelle, on doit la semer tous les ans. On est dans quelle famille ? Les cucurbitacées, ça ressemble, hein ? Ah oui, non seulement ça ressemble, mais ça en fait partie. Comme quoi, d'ailleurs ? Comme les courges, les concombres, les courgettes, les potimarrons, les potimarrons, toute alors, la famille. Le concombre, c'est évidemment le concombre dont on parle. Et les melons, par exemple. J'étais à Cucumis sativus, donc c'est pour ça, je m'y perdais. Faire de la botanique, effectivement, le genre est Cucumis sativus, un nom qui était déjà utilisé par les Romains. Dans l'Antiquité, c'était comme cela que l'on appelait cette plante. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu curieux parce que ça ne peut pas être le concombre que l'on utilise aujourd'hui. On avait des petits concombres qui sont des cucumis rustiques, mais qui n'étaient certainement pas aussi bons. Et d'ailleurs, vous avez cette citation du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait un bail, de M. Columel. Il disait la chose suivante: le concombre verdâtre qui, comme le serpent, couvert d'une verdure noueuse, gît sur son ventre courbé, toujours ramassé sur lui-même, est malfaisant et il aggrave les maladies de l'été malsain. Ah dis donc, ça donne pas envie quand même. Surtout de vivre à l'époque, j'ai l'impression, quand même. Le concombre a été apprécié réellement à partir du XVIIIe siècle. Parce que précédemment, on mangeait ces concombres sauvages que l'on trouve dans la nature, surtout dans les pays un peu méditerranéens, et qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, comment on l'appelle le concombre d'aujourd'hui ? Tu l'appelles concombre, non ? Hollandais. Le concombre hollandais. C'est des sélections d'origine hollandaise qui ont été développées aux Pays-Bas après la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis, par ces sélections, d'éliminer l'amertume naturelle et de ne plus avoir à faire ce que l'on faisait avant, c'était de dégorger le concombre. On mettait dans du sel ou dans du sucre pour que, à la fois, il perde son amertume et il perde aussi son excès d'eau. Donc, toi, tu le cultives au jardin. Comment tu fais ? Bien sûr, très simple. C'est pas très compliqué. Il faut lui trouver un endroit en plein soleil. Je le prends en plan. Je m'embête plus à faire autant les courges, je les sème, autant le concombre, je le prends en plan parce que c'est plus facile. Et puis c'est vrai qu'il est difficile à démarrer au départ. Il a besoin de beaucoup de chaleur au départ, bien sûr. Et chez nous, la chaleur, c'est pas le point fort. Enfin, en ce moment, ça va. Je le mets à portée d'un treillage aussi, parce que j'arrive à le faire grimper un petit peu. Il n'est pas très grand, mais il arrive à grimper. Et surtout, arrosage, beaucoup d'arrosage pendant le premier mois. Ça, c'est vraiment le truc à louper. Bon, là, c'est bon, il est parti, mais il faut quand même bien l'arroser. Et il faut un substrat assez riche. L'année dernière, on en a réussi vraiment avec passion, dans un gros pot, pot qui faisait à peu près 50 cm. On avait fait, comme tu dis, un treillage. Ça grimpe tout seul parce qu'il y a des vrilles et ça s'accroche. Et ce que je vous conseille, c'est de les récolter quand ils ne sont pas très gros, environ 20-25 cm. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables. Et puis ça vous permet d'en avoir en permanence. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des plantes gynoïques. Ça veut dire quoi ? Non, je sais rien du tout, ça. Gyno. C'est femelle. Gino. Femelle. Ah, pardon. Le gynécée. Le gynécée, c'est je pensais à Dalida, mais c'est pas. Que des fleurs femelles.
et donc ça permet à la plante de s'auto-produire. Il n'y a pas besoin d'avoir cette fécondation qui parfois ne fonctionne pas. Et attention quand même à la fécondation croisée. On ne met pas des concombres avec des gourdes, par exemple, ou des choses comme ça, parce qu'ils peuvent être amers et ça pourrait être désagréable. Alors, nous sommes le 25 juin. Je ne l'ai pas dit au début, vous avez simplement dit quel jour de l'année on était. 25 juin, c'est quand même un moment assez sympa. Et on remonte en 1799 pour... Mais pour David Douglas, bah oui, Douglas, ça, bon, c'est dommage, c'est lui qui a inventé le Douglas, c'est lui qui l'a trouvé. Mais exactement. Ah bah tiens, il n'a pas perdu son temps. Il est né en 1799 et en 1827, il découvrait le Pseudotsuga manziesi, donc qu'on appelle de son nom tout simplement vernaculaire, le Douglas en son honneur. Il a fait beaucoup d'autres introductions. Le Picea schitzensis, qu'on appelle le sapin de Sica, le pin de Monterey, donc le pin Pinus radiata. Il était vraiment dans le conifère. Abies procera, Pinus ponderosa, tout ça, c'est lui qui a introduit ces plantes en Europe. Le Pinus lambertiana, donc le pin de Lambert, en 1827 aussi, Pinus monticola, et puis il a créé le genre Garrya. Ça te dit quelque chose de Garrya elliptica, très bel arbuste qui fleurit en chaton un peu gris argenté au mois de février, et ça c'est intéressant dans un jardin, peut-être un peu limite pour la région de Vittel, parce que c'est pas complètement frileux, mais c'est pas non plus un boulot, c'est pas aussi rustique, mais c'est quand même une plante intéressante. Il a aussi découvert le groseillier à fleurs, dis donc, de son nom botanique. Ribes sanguineum. Mais exactement. Le Golteria chalone, qui est un petit buisson pour plutôt la terre de bruyère, qui est intéressant. Il a découvert le lupin, le pinstémon, le pavot de Californie qu'on appelle. Pavot de Californie, c'est l'Ecolzia. Escolzia californica. Donc, qu'est-ce que je suis bon, dis donc. Tu t'oublies de signaler ça. Il a introduit en Angleterre plus de 240 plantes nouvelles qui, comme on vient de le voir, font pour certaines parties des classiques de nos jardins. Et il a aussi, pour terminer tout le panégyrique autour de M. Douglas, créé le genre Triteleia. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Bien sûr, c'est les asparagus. Pas du tout, non. Ça fait partie de la famille des asparagacées. Ah oui, c'est une plante bulbeuse magnifique avec des fleurs bleues. Et on peut cultiver dans nos jardins, et ça, il l'a créé en 1829. 25 juin. Saint-Prosper d'Aquitaine, Sainte-Éléonore. À Saint-Salomon, toi, tu nous fais. Mais oui, à la Saint-Salomon, on arrose tout, même le houblon. Ah oui, donc toi, tu t'arroses au houblon plutôt. Hein. Ça arrive également, mais oui. Moi, j'aurais dit même le balcon. Le balcon, c'est bien aussi. On cultive plus facilement des choses sur le balcon que du houblon. On peut cultiver du houblon sur le balcon à condition d'avoir un grand pot. Houblon doré. Oui. Ça, c'est joli. Parce qu'il pousse moins haut. Engrais de Saint-Prosper et la tomate Prosper. Oh bah là, c'est toi ça. Hein, oui, mais il fallait trouver quand même. Ah oui, c'est une rime riche. C'est très riche. Pluie de Sainte-Lorraine, les reines sont reines. Les rainettes, les petites rainettes, c'est ça. C'est un vrai dicton. Les reines qui s'écrivent A-I-N-E sont les grenouilles, et puis sont des reines, évidemment, puisque en ce moment, elles sont en pleine forme. Qui est-ce qui sonne ? Eh bien, c'est Sidi qui sonne et qui dit « Je souhaiterais que vous abordiez les techniques de lutte contre les vers et chenilles des pruniers. Je vis en région parisienne. À quel moment faut-il poser les pièges à phéromones ? J'ai peur de me retrouver avec toutes mes prunes véreuses comme l'année dernière, Patrick. Alors ? Mais c'est pas très commode tout ça, effectivement, puisque nous n'avons pratiquement plus d'autorisation d'utiliser des insecticides. Il reste encore des pyrètres naturels qui peuvent être utilisés. Le seul problème, c'est que une fois que le papillon, puisqu'on parle de papillon, le carpocaps des prunes, a pondu, c'est foutu, puisqu'en fait, à l'éclosion, eh bien, il va être à l'intérieur. Le ver est dans le fruit. Oui. Un petit peu. C'est un tout petit papillon. C'est ce qu'on appelle des micro-lépidoptères, moins d'1 centimètre, 8-9 mm de long. Donc on ne le voit pratiquement pas. Première génération au mois d'avril, qui ont lieu plutôt le soir. Alors pas la nuit, au crépuscule, entre 17 et 21 heures. Tant que la température n'est pas à minima à 14 degrés, il n'y a aucun risque. Le papillon, lui, il dort, il pond pas. Donc c'est déjà une première indication, c'est pas la peine non plus d'aller se précipiter sur son prunier pour aller agir, puisque à ce moment-là, il n'est pas là. Enfin, il n'est pas là. Il est là, mais il ne travaille pas. Il dort. L'idéal, c'est entre 15 et 23 degrés.
Donc on peut avoir ça vers le mois de mai, par exemple. Oui. Ça, c'est pour la première génération, parce que il va y en avoir une deuxième, donc à peu près en ce moment. Et c'est là qu'il faut placer les pièges à phéromones. Les pièges à phéromones se mettent en place pour quoi faire ? Pour attirer les papillons mâles, parce que ça dégage en fait l'odeur de la femelle en chaleur. Ah oui, je comprends le mal. Enfin, je ne sais pas si les papillons ont vraiment des chaleurs comme nos chats ou nos chiens, mais bon, c'est l'attractif sexuel. On a ces pièges avec de la glu qui va empêcher la reproduction, puisque le mâle... qui vont piéger le mâle, quoi, Voilà. direct. C'est pas d'une efficacité extraordinaire non plus. Ça se passe pas forcément toujours sur le prunier. Ils peuvent s'accoupler ailleurs, tout autour, etc. Mais ça vous permet de savoir que les papillons sont là. Et dans ces cas-là, éventuellement, vous pouvez faire un petit traitement. Est-ce que ça vaudrait le coup d'utiliser du Bacillus thuringiensis ? C'est compliqué, ça dépend de la taille de l'arbre quand même, parce que lorsque tu as des pruniers qui sont relativement grands, ça devient complexe de faire un traitement. Alors Bacillus, c'est sûr, parce que parler de pyrètre, moi j'en mettrais pas, parce qu'il y a aussi les pollinisateurs qui sont là, on arrive presque au même moment, quoi. L'avantage de Bacillus thuringiensis, c'est que c'est une substance qui agit essentiellement sur les chenilles, donc sur les larves de lépidoptère. La plupart des pollinisateurs étant des hyménoptères, ils s'en fichent un petit peu, et donc ça c'est très bien. Il faut l'appliquer exactement 15 jours après avoir piégé les papillons dans les pièges à phéromones. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est à ce moment-là que la chenille sort de son œuf, va se précipiter pour rentrer dans le fruit, mais pendant cette toute petite période-là, si on peut l'empoisonner entre guillemets avec le bacillus, ça pourrait être pas mal. Il y a une autre chose aussi à faire pour éviter les infestations les années suivantes, c'est qu'à l'automne, après la récolte, vous pouvez utiliser des nématodes qui s'appellent Steinernema feltiae. Steinernema ont beaucoup d'usages variables. Ils sont vraiment efficaces sur tous les insectes qui vont dans le sol. On peut aussi en pulvériser sur le tronc, parce qu'il y a une partie des papillons qui vont venir hiverner sous les écorces, et une autre qui vont aussi aller dans le sol. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà assez contraignant comme ça. Il faut peut-être aller dans le sens de Roland. Essayer de créer de la biodiversité maximale. C'est pas aussi évident que ça à faire. Il n'y a pas une solution miracle, et puis je rajouterais aussi, en préventif, c'est de ramasser tous les fruits tombés au sol, même les fruits qui sont tombés en anticipation, c'est essayer de les ramasser le plus souvent possible. Alors, le truc tout bête, c'est de mettre une bâche sur le sol autour du prunier. Parce que les vers qui sont à l'intérieur vont venir se nymphoser dans le sol. Si on met une bâche, ça va être compliqué pour eux d'y aller, ils risquent donc de se dessécher, et ça peut être peut-être, d'ailleurs, la solution la plus efficace de toutes. Donc essayez ça, et puis on verra après. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. On ne l'a pas fait exprès, mais on va rester dans les chenilles. On en a déjà parlé, c'est la pyrale du buis. Mais elle nous pose tellement de problèmes, cette pyrale du buis, même si aujourd'hui on sait bien, justement, avec le Bacillus thuringiensis, avec les pièges à phéromones, arriver à contenir les attaques. Mais dans certains jardins, notamment les jardins un peu à la française, où il y a des buis taillés, etc., il faut peut-être penser à remplacer le buis par d'autres végétaux. Est-ce que tu as ce problème, toi ? Oui, je l'ai eu, alors net, clair et net. Alors, tu sais, je me suis dit, comme je suis un jardinier expérimenté, tu vois, la rigolote, là, la pyrale, je vais me la dégommer, je vais me la traiter. Tu parles. Paradoxalement, il y en a 3 en boule, en pot, qui sont encore là. Par contre, on en avait en pleine terre. Alors lui, mais il est parti à une vitesse, et le temps que je trouve le produit, que je me dise, il faut que je traite, c'était fini. Il faut traiter au moment M, et c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Donc on va essayer de vous donner un panel de plantes qui peuvent remplacer. Je dirais que pour faire des jardins à la française, ce qu'on appelait des broderies, qui sont effectivement pas trop à la mode aujourd'hui, notamment dans nos petits jardins, ça va être difficile. On va commencer déjà par les buis un peu grosses. On peut faire des petites haies ou des boules. Qu'est-ce que tu aimerais ou qu'est-ce que tu utiliserais ? Lonicera nitida. Oui, il y en a un qui est très bien, qui s'appelle Scope. Et lui, il reste en boule, pratiquement. Quand tu es loin et quand tu retires tes lunettes, eh bien, tu dis, tiens, c'est du buis.
Parce C'est que plus foncé. Oui, c'est à peine plus foncé, mais c'est vrai que sur un malentendu, tu peux te tromper. Et le scope, il est bien parce qu'il reste pratiquement en boule. Oui, alors il faut bien prendre ce cultivar-là parce que le problème de l'Onicera nitida, si vous prenez la plante normale, c'est que ça pousse dans tous les sens. Et en plus, c'est très poussant. Ça vous fait 50 cm facile dans l'année, donc il faudra le tailler plusieurs fois, surtout si vous en faites des boules. En revanche, c'est intéressant pour faire des petites haies. Et attention sur l'Onicera nitida, c'est que ça pousse énormément en largeur et ça finit par verser parce que c'est pas très solide comme plante. Donc, vous faites des haies limitées, on va dire en hauteur en dessous d'1 mètre ou 1 mètre vraiment maximum, et en largeur, restez à 40 cm, 50, pas plus. Parce que sinon, après, la plante, elle va pas. Osmanthus de Lavailly, Osmanthus burkwoodi, ça ressemble un peu à des houx, avec des feuilles beaucoup plus petites, et ça fait des fleurs. Oui, floraison blanche, c'est ça. Blanche, très agréable. Oui. Ça se taille relativement bien, ça ressemblera pas à du buis, mais vous pouvez en faire une boule. C'est une plante que l'on peut façonner légèrement en taupière. Alors sur les grands taupières, évidemment, même très nettement supérieur au buis, c'est... Sur les grands le hou. Non, tu peux mettre... l'if. Ah, l'if, oui, mais là c'est vraiment des monstres, là, oui, c'est vrai. On peut faire des relativement petits parce que ça pousse pas très très vite, mais dès que vous voulez vraiment sculpter, tailler, vous prenez de l'if. Le défaut de l'if par rapport au buis, c'est la croissance lente. Oui. Alors c'est un avantage aussi par rapport à la taille, mais pour avoir un beau sujet, il faut au moins le double de temps que pour avoir un beau sujet en buis. Oui, alors par contre c'est un avantage, comme tu l'as dit, parce que ça pousse tellement lentement qu'on a facile à le retailler chaque printemps. Finalement, tu y vas pas tout le temps et c'est plus rassurant pour nous jardiniers. Et surtout, vraiment, on peut leur donner toutes les formes que l'on veut. Tu as parlé du hou, mais on va parler plutôt du hou à petites feuilles. Crenata. Ilex crenata. T'en cultives ? Non, parce que les fois où j'ai essayé, ça je l'ai. En fonction de la situation que tu as, si c'est un peu en plein vent, si tu as un peu de terrain humide, l'Ilex crenata, il a un peu de mal. Alors nous avons plusieurs au jardin qui sont taillés en iwaki, c'est-à-dire donc en nuage, ils font un peu une sorte de grand bonsaï. Ce sont des plantes extrêmement délicates à réussir, notamment en ces périodes où l'on a des étés assez caniculaires. Ce sont des plantes qui ne supportent pas les fortes chaleurs. Donc pour qu'on arrive à les conserver, nous, on les douche dès qu'il fait chaud. Tous les soirs, on les douche. Malgré ça, ils sont souvent attaqués par des micro-pucerons. On voit des petites piqûres, on voit jamais la bestiole, mais ça vous fait perdre complètement le feuillage. C'est-à-dire que la branche se dessèche. Alors il y a plusieurs cultivars d'Ilex crenata qui sont donnés aujourd'hui comme étant des succès d'année potentiels du buis. Ça marchera surtout dans les régions à climat tempéré. Les régions de littoral atlantique, de la Manche, ça ira très très bien parce qu'il y a une moiteur. La Normandie aussi. Après, si vous habitez des régions continentales comme la tienne ou a fortiori dans le Midi, c'est pas la plante vraiment que je conseillerais. En revanche, pour faire une belle boule, il y a un truc qui vient à l'idée tout de suite, c'est le choisir. L'oranger du Mexique, oui. Et puis en plus, il a plein d'avantages puisqu'il fleurit, il est magnifique en floraison quand même. Ils sont très bons. Oui. Alors ça fait une belle boule d'au moins 1 mètre, voire 1,50 m, ça dépend de la variété qu'on va utiliser. Sundance, par exemple, qui a un feuillage jaune, il est un peu moins puissant, mais ça peut faire quand même quelque chose d'assez gros. Pour faire une haie basse, homogène, Prunus lorocerasus autolucen. Ah oui, le petit autolucen, oui. Voilà, très compact. Alors c'est pas toujours bien joli, parce que ça peut se dégarnir un peu. Il faut attendre la pousse de printemps pour retrouver une certaine densité, mais on peut quand même en faire des haies inférieures à 1 mètre, ça pose aucun problème. Une plante, alors pour les régions à climat doux et pour faire des boules pratiquement naturelles, c'est la véronique arbustive. Ah oui, tous les ébets, toutes petites feuilles. Alors il y en a qui ont des feuilles relativement grandes avec des beaux épis bleus. Hébé andersoni, on peut les cultiver en boule, mais celles dont tu parles aussi, ces cultivars qui ressemblent presque à un conifère d'ailleurs, tellement c'est étroit, c'est fin, etc. Ça peut être très très bien. Pour les boules, il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est l'azalée du Japon. Ah oui, mais là, on s'éloigne un peu, non, par rapport au buis. Si tu voulais un lien avec le buis, il est loin l'azalée. Non mais pas pour faire une boule.
Ah, pour faire une boule, oui, effectivement. Pour faire une boule, Oui. au Japon, on vous fait des boules alors qui sont complètement en fleurs au printemps, et après, il n'y a que le feuillage, et ça, de loin, pareil, que tu disais tout à l'heure, Oui, ça oui, peut oui. ressembler à un buis. Oui. Alors, on va finir en évoquant éventuellement ce que l'on pourrait mettre en bordure. Parce qu'on faisait surtout des bordures de buis. Qu'est-ce que tu mettrais? Fusain, c'est ce qui me vient à l'idée parce qu'il y en a plein, il y en a tout un tas, puis Alors, ça se surtout le cultive bien en fusain. microphyllus, Oui. celui qui a toute petite feuille, ça se taille très bien, tu as Oui. raison. Alors, si vous n'avez pas crainte des arbustes un peu piquants, il y a des petits berbérus, notamment Berberis buxifolia nana, Ah oui, oui. très serrés, mais bon, c'est un peu En piquant. boule aussi d'ailleurs, hein, quand on le laisse pousser naturellement, il a un peu une forme Oui, boule lui. on Hein. peut en faire. Oui. Ça fait une petite là. Une boulette. Moi, je mettrais sur une petite bordure de la santoline, tout bêtement. Ah oui, oui, oui. Ça fait vraiment une petite bordure, autour de 25 cm. Ça va devenir gris. Il faut la tailler régulièrement. Dans ces cas-là, il ne faut pas qu'elle fleurisse parce que sinon, elle ne reste pas compacte. Oui. Mais ça peut être vraiment intéressant. Nous avions fait dans le jardin des bordures avec de la rue. Ruta graveolens. Oui. C'est pas si mal parce que c'est compact. Le défaut de la rue, c'est photosensibilisant. C'est-à-dire que quand vous la taillez, etc., vous avez de la sève. Dès que vous êtes exposé au soleil, votre main devient léopard. Oui, ça peut comme même entraîner des cloques en fonction des individus. Alors, hein. moi, je Prudence. sentais strictement rien. Oui. J'avais aucune douleur, mais alors par contre, moi, c'était vraiment moche. Mais il me semble très intéressant, on va finir avec lui, le Pittosporum tenuifolium golf ball, c'est-à-dire la balle de golf. Il est très très compact, il est très arrondi, et on peut en faire plutôt une petite bordure sans doute, mais aussi une petite boule. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Que nous as-tu réservé, mon cher Roland, dans tes actualités? Alors, oui. L'application. Oui, c'est pas réellement une nouveauté, mais c'est une actualité, puisque tu me lances sur l'actualité. Eh ben, dis-moi. Eh bien, c'est une application qui s'appelle Planta. Alors, je me suis abonné pour voir, je suis allé me laisser guider dans cette application. Alors, elle me demande mon niveau de jardinage. Je suis bon, je suis pas bon, je suis mauvais, d'ailleurs, de façon drôle, en me disant, est-ce que je laisse crever les plantes, est-ce que je pense à arroser, etc. On me demande où si tu la plantes. Est-ce que c'est dans la salle de bain, sur la terrasse, sur le salon, dans le jardin? Est-ce que c'est au verger, etc. On me demande les options de luminosité. Est-ce qu'il y a un immeuble devant? Est-ce qu'il y a un arbre au-dessus? Mais ça sert à quoi, ça? Ça sert à m'aider à faire mon jardin quand je ne suis pas forcément un jardinier émérite comme toi. Et on va même me donner des idées de plantes. Mais tu avais Planfit chez Promesse de Fleurs. Ah, il y a Planfit qui fait ça. Là, c'est une autre application qui s'appelle Planta. Sauf que Planfit, c'est gratuit et ça, que c'est payant. Oui, bien sûr. Mais là, l'avantage, c'est que je suis libre et je fais ce que je veux. Je ne suis pas obligé d'acheter ma plante chez Promesse de Fleurs. C'est un autre concept. J'ai quand même mon guide de soins. J'ai des articles qui m'indiquent j'ai comment l'hiverner. J'ai une reconnaissance de plante parce que si je l'ai et que je ne sais pas ce que c'est, eh bien, je prends la photo. Bon, on va me dire, tiens, c'est ça. Et ça marche? Oui, ça marche moins bien que Planète quand même. Hein. Planète est vraiment bien. J'ai un programme d'arrosage, ça c'est gratuit, on me dit quand il faut arroser, j'ai mon alerte. Et puis ça coûte quand même, le prix est à 8,49 par mois ou 36,99 à l'année. Alors moi je voudrais vous parler d'un truc qui va vous intéresser sans doute, mais moi qui m'avait un peu énervé, c'est les plantes dépolluantes. Oui, oui. On en avait fait dans les années fin 90, vraiment tout un truc, on parlait que de ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des exagérations colossales. Et puis ça revient là. Il y a une étude britannique qui vient de sortir et qui revient sur l'histoire de la pollution de l'air dans les petits milieux, avec notamment au niveau du dioxyde d'azote, des plantes comme le spathiphyllum, le dracena, même le zamioculcas, qui serait très intéressant pour ça. Moi, je vous le dis simplement à titre d'information, faut pas non plus rêver au niveau de ça, parce qu'on peut faire toutes les mesures qu'on veut, on va toujours trouver des choses. Alors après, est-ce que c'est vraiment valable ou pas? J'en sais rien, parce que de toute façon, ça finit généralement en disant de toute façon, il faut en mettre énormément pour que ça soit efficace. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était pas complètement pipeau. Il y a des nouvelles études qui viennent confirmer quand même l'utilité des plantes dans les intérieurs. Ce week-end se termine les Nuits des forêts. Ça fait une dizaine de jours que ça a été lancé. L'idée, c'est d'inviter les citoyens à découvrir la forêt près de chez soi, vivre des expériences au niveau des arbres, s'immerger dans la forêt, surtout se sensibiliser à la gestion de ces forêts, de ces zones qui sont extrêmement
importante sur le plan environnemental, économique et même social. Donc voilà, vous allez sur nuitdesforêts.com et vous allez voir, il y a des animations encore pendant tout le week-end. Alors toi, tu vas nous parler de roses. Oui, je vais parler de Rose et de Lancôme qui inaugure le domaine de la Rose. C'est à Grasse, c'est un site qui est unique, c'est un domaine agricole parce que là, il y avait beaucoup de travaux de faits sur le sujet. Je crois que ça a été inauguré en avril. Oui, c'était avril. Mais c'est ouvert maintenant au public, maintenant en juin. Et oui, à partir de juin, on va pouvoir découvrir des compositions olfactives, des choses réalisées avec les nouvelles cultures de rose Centifolia qui sont issues du domaine. Et puis à partir de 2023, on aura les parfums de la maison, le savoir-faire des parfums de la maison à découvrir. C'est un site de 4 hectares quand même qui est cultivé depuis 5 siècles. On est à Grasse. À Grasse, la capitale du parfum. Les propriétaires sont là depuis 50 ans, donc il y a un vrai savoir-faire de la rose Centifolia. Et donc c'est à aller voir, à aller visiter. Je voulais vous donner une idée, c'est de planter des Scaevola Surdiva Snow Blanket. D'habitude, le Scaevola, qui est une plante qu'on cultive uniquement pour l'été, est bleu. Et bien là, il y en a un cultivar tout blanc, donc vous pouvez l'associer avec des bleus et ça fera un effet magnifique. C'est Suntory qui sort ça. Vous en avez certainement soit sur les sites internet spécialisés, soit dans les jardineries. Plante qui s'étale en général, ça peut atteindre 50 cm de large. On peut en faire aussi des paniers suspendus absolument magnifiques. Ça s'appelle donc Scaevola Surdiva Snow Blanket et je vous le recommande particulièrement. Maintenant, on se repose 2 secondes, on boit un café, on revient tout de suite. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Alexandre nous appelle sur News Jardin TV et il dit « Je viens d'acheter un bulbe d'Hyménocalis festalis, X festalis, sur un coup de tête et je ne sais pas s'il est rustique ou non. Vu que je suis dans le nord, j'ai quand même pas trop envie de le laisser mourir de froid ou dans un sol trop lourd et humide. Merci d'avance pour les renseignements que vous allez m'apporter. » Est-ce que tu sais qui est Hyménocalis hybride festalis? Comment on l'appelle? Hymen. Ismen. Ou alors le lys araignée. C'est une plante c'est absolument joli, ça. sublime qui demande quand même une certaine dimension, surtout si on la cultive en pot, parce que on va atteindre à peu près 80 cm. Ça peut faire une grosse touffe. Et puis le bulbe, il a besoin quand même de profondeur. Il faut le planter au moins 10 cm sous la surface. Au cours de l'été, vous allez avoir ces fleurs qui sont comme des sortes de lys, mais avec, on va dire, comme s'ils avaient des grandes moustaches. C'est totalement blanc, ça sent bon. Et pour le cultiver correctement, il a eu raison de nous dire que ça soit un sol pas trop lourd, parce que ça a besoin vraiment d'un sol très drainant. Donc ce que vous allez faire, c'est vous prenez du terreau, 2 tiers, un petit tiers de sable, assez granuleux, et vous allez y ajouter 15-20% de fumier. Décomposé, granulé, etc. On est sur du bulbe, mais c'est une plante qui, elle aime bien manger. Le problème, c'est que ensuite, c'est pas rustique cette plante-là. Donc il va falloir pouvoir trouver une pièce pendant l'hiver entre 10 et 15 degrés et la mettre complètement en dormance. On arrose l'ismène uniquement pendant la période de croissance. Je ne vous la recommande pas tout à fait. Alexandre, il voulait qu'on lui dise 2 mots. J'ai essayé de lui donner des indications. Allez dans les pays tropicaux et vous allez en profiter. Elle est beaucoup plus belle là-bas. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Saviez-vous, mes chers amis, que 2022 avait été décrétée année internationale du basilic? Par qui? Par l'association Fleuroselect, qui est une association internationale de producteurs de variétés semencières généralement, donc plutôt des graines, et qui chaque année élisent souvent des fleurs, mais ils ont à la fois élu un légume, il faut mettre beaucoup de guillemets, c'est plutôt une plante condimentaire, et une fleur. La fleur de l'année étant le coquelicot.
Ah, c'est pas le basilic. Ok. Non, le basilic, D'accord. c'est la plante de D'accord. Ah, potager. ils ont les deux. Basilic, l'herbe royale. Dans ton pôle Nord, je ne sais pas si ça va fonctionner, Si. mais tu la Si. cultives quand même. Ah ben oui, on la cultive, alors pas toute l'année, bon on la considère comme une annuelle. J'ai vu un copain qui l'avait gardée et me dit regarde, je suis très fier, on était allé au Nouvel An le voir et il avait un vieux basilic avec des tiges et puis 2 feuilles au-dessus, tout pourri, mais c'est possible de le conserver un peu plus longtemps, nous c'est en annuel. Non, mais tu as raison, c'est une plante vivace à l'origine, une plante vivace qui est originaire de l'Inde, donc on voit bien que c'est pas quand même tout à Non. fait dans notre climat, et c'est pour ça qu'on la cultive quand même comme annuelle. C'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité, mais dans l'Antiquité, seules les personnes de haut rang avaient le droit de le cueillir, et on en a fait longtemps une plante pour le culte des morts, parce que je pense que les Égyptiens, on ne connaît pas vraiment les recettes de l'embaumement, mais ils devaient utiliser sans aucun doute des essences, des extraits de basilic dans leurs potions magiques qui faisaient les momies. On a aussi utilisé cette plante comme un symbole d'amour. En revanche, dès le 19e siècle, on a complètement inversé et on lui a donné le symbole de la haine parce qu'on disait qu'il pousse mieux si on l'injurie en le cultivant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très très commode. Alors, il y a des Ouais. noms populaires, comme on l'appelle. Ah, bah, le pistou, Bah, évidemment. ça c'est déjà le plus important. Alors, un nom qui est rigolo, et je sais d'ailleurs pas pourquoi on l'appelle comme ça, oranger des savetiers. Ça n'a pas du tout Ouais. l'odeur d'orange, mais bon, herbe royale, herbe Oui. aux sauces, et c'est vraiment une plante intéressante. Le genre botanique Ocimum, et là on utilise Ocimum basilicum, la famille évidemment les lamiacées comme énormément de plantes condimentaires ou aromatiques. Plante qui peut, selon les variétés, mesurer entre 20 cm seulement jusqu'à 60. Oui. Il y en a des grands. Lequel tu cultives, toi? Un peu tout, on change à peu près chaque année. On a des petites feuilles. L'idéal, c'est quand même le grand verre pour faire le pesto. Le pesto. Le pesto. Mais moi, Compliqué le j'aime pesto. bien hein. celui à petites feuilles. Oui. très bon. Ah bah, il est très joli aussi. Il est vraiment très joli. Tu vois, on parlait des plantes pour remplacer le buis. Ça pourrait être le cas, mais en plus petit. Hein. Alors, au niveau de la culture, attention, ça ne se développe vraiment qu'au-dessus de 10 degrés. Ne le plantez jamais trop tôt. On le voit apparaître dans les jardineries à partir du 20 mars. Le jour du printemps, tac, vous avez des pots de basilic. Alors si, vous pouvez en acheter, mais vous les utilisez comme si c'était votre réserve de feuilles naturelles. Vous le mettez sur le bord de la fenêtre, par exemple, dans un endroit un petit peu abrité, ça peut tenir. À la maison, c'est compliqué, c'est pas du tout une plante d'intérieur, vraiment difficile. Ne laissez pas fleurir les basiliques si vous voulez récolter régulièrement des feuilles. Oui, on va couper la fleur dès qu'elle apparaît. On peut même l'utiliser en salade. Hein. On peut agrémenter ces Oui, salades avec oui. les fleurs de basilic. Quand elles sont pas trop ouvertes, Oui. plutôt lorsque l'épi commence simplement à s'ouvrir. Moi, je vous propose quand même plutôt d'acheter des pots de plants déjà poussés, parce que le semis, bon, il faut au moins 20 degrés, donc il faut le faire à la maison. Quand il n'y a pas assez de lumière, la plante, elle s'étiole. Ça lève en 8-10 jours, mais c'est pas aussi évident, il faut repiquer très rapidement, enfin, donc achetez plutôt des pots. On va parler quelques variétés, parce qu'il y a des différences dans les basiliques de choses extraordinaires. D'ailleurs, tiens, si vous voulez vous faire un vrai plaisir de découverte du basilic, allez dans un endroit qui semble un peu évident pour ça, c'est le conservatoire de la tomate, Ah oui. à la Bourdésière, Mm. chez le prince de Breuil. Là, vous avez 600 variétés de tomates, mais il y a une super collection de basilic bien identifié. C'est intéressant parce que selon les variétés, franchement, l'odeur est très 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 différente. Alors moi j'aime bien, par exemple, je te disais, de petites feuilles, il y a Balconstar. Balconstar, c'est très petit, il y a un parfum puissant, et là, si vous avez simplement une fenêtre ou un petit balcon, vous prenez cette variété-là parce qu'il pousse très 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 bien en pot. Cannelle, Ah là là. tu l'aimes? Le parfum, mais oui, parce que le parfum, tu vas même pouvoir presque le mettre dans des salades de fruits. Ça va accompagner, et c'est vraiment un fort parfum de cannelle. Hein. Faut y aller doucement. Oui. Attention, alors ça c'est pareil. On est dans ce que je disais, la plante condimentaire, aromatique. Donc il faut, en cuisine, c'est pas lui qui doit dominer. Il doit simplement vous aider. Et d'ailleurs, bon, il y en a un qui s'appelle camphré. Vous avez envie de vous frotter ça. Et d'ailleurs, c'est pas mal. Quand je parle de ça, par exemple, si vous êtes piqué par une guêpe ou même par un moustique, bah, vous pouvez vous frotter avec la feuille de camphré. Comme le plantain. Ah, bah, moi, je Ouais. le fais pas au plantain. Il y a le basilic citronné. Oui. Très petite feuille, fleurs blanches. Il y a de l'anis et il y a de la citronnelle en même temps. En revanche, lui, il monte assez haut, hein, il peut monter à 60 cm. Dark opale, extrêmement intéressant. Feuilles pourpres, très très foncées. Fleurs roses
pareil, il est assez vigoureux, donc vous pouvez mélanger. Vous mettez un grand verre, comme vous disait Roland, avec un dark-opale, ça vous fait déjà un petit décor. Oui, celui-là, c'est plutôt pour la décoration, hein, pour la consommation. Tu l'aimes pas? Oh, Il a du goût quand même. Ouais. Ouais. Bon. Pour une fois que j'aime bien les trucs. Oui, c'est ça. Le Green Ruffles. Grosse feuille, allongée, cloquée, ça ressemble un peu à un chou de Milan, très, très dense, mais c'est vert clair. Et la végétation est un peu crispée. Il y a le Marseillais. Alors celui-là il est bien, tiens. On le trouve facilement dans les jardineries, le basilic marseillais. Les feuilles sont ovales, donc elles ne sont pas cloquées comme celles de grand vert, elles sont un petit peu plus étroites, et je pense qu'il est encore plus parfumé. Il est vraiment très très intéressant. Il y a le mammouth, monstrueux. On a essayé l'an dernier. Bon, écoute, on était un peu déçus. Bon, alors l'an dernier, la saison ne s'y prêtait peut-être pas. Donc on va réessayer cette année. Alors un que j'avais découvert aussi à la Bourdésière et qui est particulier, c'est celui de Thaïlande, le basilic sacré de Thaïlande. Donc les feuilles, elles sont vert très foncé, c'est pointu à l'extrémité, et l'arôme, il est bizarroïde, c'est-à-dire que c'est un peu mentholé, et un peu aussi comme le clou de girofle. Si vous aimez pas ce type d'épices, je vous le conseille pas, mais bon, c'est un peu original d'avoir le basilic de Thaïlande, n'est-ce pas? Et puis il y en a d'autres qui sont rouges, il y a celui qu'on appelle aussi à feuilles de laitue, etc. Et puis, il y a le basilic anis, où là, on a quand même ce parfum d'anis qui est présent sur l'ensemble des basilics, et peut-être, disons, un petit peu plus sur celui-ci. Autre chose à nous conseiller pour le basilic? C'est surtout la culture, parce que quelle que soit la variété, la culture est compliquée. Tu l'as dit, l'ombre, ça va pas, non. Le plein soleil, ça va pas non plus, c'est trop chaud, donc il faut pas louper d'arrosage. Enfin bon, il y a quand même une technique qui fait galérer un peu le jardinier amateur. Mettez-le à l'est, si vous le pouvez, parce qu'en étant à l'est, il va avoir le soleil du matin, donc il va lui offrir la luminosité dont il a besoin, et il sera un peu plus ombragé l'après-midi. Et puis surtout, n'écoutez strictement pas les conseils que l'on entend partout, à savoir l'humidité doit être constante au niveau du sol, c'est la meilleure façon de les faire crever. Vous avez pu remarquer souvent le basilic noirci au niveau des tiges, c'est quand on l'arrose de trop. Nous, on avait vraiment réussi un basilic magnifique en le laissant souffrir légèrement. Et quand je dis souffrir légèrement, c'est très simple. Vous regardez le feuillage. Quand vous avez des petites rides, mais très petites, des ridules, qui se forment à la surface de la feuille, c'est là qu'il faut arroser. Mais uniquement. Oui, et surtout pas d'eau stagnante. Oui, non, mais c'est pour ça tu parlais de balconnière. Alors avec une soucoupe et on arrose parce que les conseils, comme tu l'as dit, sont là. Ça va très vite. Là, ça va très vite et nous allons aller très vite à la prochaine rubrique. Oui Bernard, nous sommes là. Bernard qui nous dit dans votre émission Bienvenue au jardin, vous avez fait allusion au rapport C sur N. Pourriez-vous l'expliquer? En effet, les plantes tirent tout leur carbone du CO2 atmosphérique alors. Elles n'ont donc pas besoin de carbone organique. Haha. Ça n'a rien à voir. Ah merde. Le rapport C sur N, c'est pas dans l'alimentation de la plante, enfin du moins pas directement. Alors c'est quoi? C'est le rapport de masse entre le carbone et l'azote qui indique simplement l'aptitude à la matière organique de se décomposer dans le sol. Dans ces cas-là, pour que l'azote devienne assimilable sous forme nitrique. Si vous mettez que de l'azote, eh bien, vous allez avoir, curieusement d'ailleurs, ce qu'on appelle une faim d'azote parce que les micro-organismes vont le prendre pour eux. Ils vont se nourrir avant d'essayer de nourrir le sol. Donc il faut qu'on ait un bon rapport. Ce rapport, alors c'est un chiffre, le calcul, il est invraisemblable. J'ai essayé de regarder comment on calculait ça. Je ne suis pas très doué en maths, c'est vrai, mais alors, j'ai rien compris. Bon, l'important, c'est d'être autour de 10, on va dire. Bon. Donc ce rapport C sur N, il intervient uniquement dans ce qu'on appelle le processus d'humification, c'est-à-dire la formation de l'humus, et c'est pour que, encore une fois, les micro-organismes minéralisent la matière organique. Je rappelle, parce qu'il y a, je crois, des méconnaissances là-dessus, lorsque vous faites une fertilisation organique, vous donnez une sorte de garde-manger à la plante fermée à clé. Impossible pour les végétaux d'utiliser la matière organique. C'est pourquoi on vous parle de sol vivant, parce qu'il faut qu'il y ait cette microfaune qui travaille pour transformer
cette matière organique en éléments minéraux. Je rappelle que les racines ne sont capables de puiser que des sels minéraux dissous dans l'eau. Il faut que tout ce travail ait été fait. Et si le carbone ou l'azote ne sont pas suffisamment présents ou déséquilibrés, eh bien l'activité microbienne se ralentit et dans ces cas-là, les plantes ne se nourrissent pas correctement. Ça n'entre pas directement dans la consommation des éléments carbonés de la plante, mais sans ça, il n'y a rien non plus qui se passe. C'est lunaire pour moi comme question. C'est lunaire. Ah oui, totalement. T'étais ailleurs. Alors, ça pousse ou ça pousse pas. Voilà, c'est tout. Si tu crées un déséquilibre dans ton rapport entre le carbone qui est surtout apporté par les éléments en bois, enfin les éléments ligneux, oui. Et l'azote qui est... Le verre. Voilà, le verre. Eh bien, tu n'auras pas l'efficacité attendue. Et ça montre quoi ? C'est que la fertilisation organique n'est pas aussi simple que l'on croit. Et que les plantes, quand on leur apporte en permanence cette matière organique, eh bien, elles n'ont rien à se mettre sous la dent s'il n'y a pas les petites bébêtes invisibles qui travaillent pour elles. Là, j'ai compris. Bon, eh bien, tu vas encore mieux comprendre quand tu auras bu un café. On s'arrête 2 secondes, on prend une petite page de publicité et on revient immédiatement. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, alors je sais que les vacances approchent, que nous sommes arrivés en été, comme je disais au début de l'émission, mais le jardin, c'est toute l'année. Oui, et les vacances, c'est au jardin. Enfin, pour moi, en tout cas. Nous aussi. Alors, que se passe-t-il dans tes vacances jardinières ? Plein de choses. Là, en ce moment, c'est la ruée, pas vers l'or, mais buter les pommes de terre, on va commencer par ça, parce que, évidemment, il faut buter chaque fois. Buter, on rappelle, ça veut dire faire une petite butte autour. Hein. On fait la petite butte. Avec quoi ? Je prends un sarcloir, moi, carrément. Ah oui. Un petit sarcloir. Et puis, comme j'en ai quelques-unes, là, j'ai fait un test en les mettant en carré potager, parce que la terre est un peu plus chaude, tu vois, dans le carré potager. Ça pousse toujours mieux. Alors, tu fais à la main ? Oui, à la main, ça va vite, oui, tu vois, juste une petite pelote et puis c'est bon, ça roule, quoi. Les tomates poussent, donc tu tailles les gourmands. Alors, pas Au toutes, hasard. hein, pas toutes, non, uniquement celles qui sont dans la serre, celles qui sont sur tuteur, les gros fruits Les en gros général, fruits, oui. les tomates cerises, on s'en fout, ça pousse pourvu que ça soit paillé dessous, que ça pourrisse pas trop vite. Alors, Et sur puis, les tomates cerises, vous pouvez quand même enlever un peu de végétation parce que ça peut devenir une sorte de buisson inextricable. Donc, laissez quand même les fruits exposés au soleil parce que s'ils sont à l'intérieur de la touffe, c'est pas forcément terrible. J'avais testé quand même une année parce que je voulais voir ce que ça donnait et il y avait très peu de fruits. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il y avait une quantité de feuilles mais astronomiques. Sinon, taille des gourmands, oui. Alors, Alors, qu'est-ce que t'appelles les gourmands ? C'est les machins qui... Non, c'est les pousses. Oui, on est entre nous. Alors, la tige, on a la feuille qui démarre et juste à cette intersection, à l'aisselle, eh bien, on a le gourmand qui commence à pousser. Donc, c'est une pousse latérale qui est souvent assez vigoureuse et qui vient pomper inutilement la sève au détriment des fruits que l'on essaye de produire. Oui. Alors, il m'est arrivé de laisser des gourmands qui produisent des fruits, mais ça prend quand même un peu plus de temps. C'est pas dramatique si on les laisse, mais quand même, c'est mieux de les tailler. J'attends pour celles à l'extérieur qu'on ait une période de beau temps, au moins 3 jours de beau, toujours pour le mildiou. Tu coupes, tu fais une blessure. Si jamais il y a la pluie le lendemain matin, on a risque de mildiou. Il y a ça à faire. Et puis, j'en profite pour remettre un peu le tuteur chaque fois pour les faire tenir, la maintenir après le tuteur. Oui, parce que parfois ça peut être vigoureux. Ah oui. Les espèces de tuteurs spirales, c'est pas assez costaud ça. Je l'ai fait une année quand même pour voir, parce que c'est quand même pratique et c'est joli. Nous, on le fait encore, esthétiquement. Ouais, mais alors elle se barre. Une fois qu'il y a les fruits, ton tuteur il a tendance à plier, donc c'était pas terrible. On produit pas beaucoup nous parce qu'il n'y a pas de lumière. On sème les radis, t'en fais régulièrement ça. Oui, c'est mais ça. en été c'est dur, ça peut monter rapidement à graines. C'est un peu plus dur et si tu oublies l'arrosage, la fleur est magnifique, hein. Soit dit en passant, c'est très très joli, Oui. c'est un petit peu crème comme ça. C'est pas une rose quand même. Hein. Non, c'est pas une rose, moi j'aime bien. Tu as raison pour les radis pendant l'été, c'est vraiment bien les arroser, faut pas qu'on loupe parce que si jamais on loupe, ça va devenir très très piquant. Là on quoi. peut faire un peu à mi-ombre. Oui, bien et puis, sûr. Sol très humifère quand même pour le radis, de façon à ce que justement il soit pas trop piquant. Oui, puis en balconnière aussi, hein, plutôt que de s'embêter quand au jardin on n'a pas trop de place, etc. Alors, on en a fait sur New Jardin TV 2 vidéos là-dessus. Je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça. Parce que pour avoir des vrais radis qui forment bien leurs racines dans une jardinière,
C'est il faut pas déjà une évident. jardinière profonde quand même. Ben, Hein. laitue, navet aussi, donc tout ça, peut se semer maintenant. Donc on aura des laitues d'automne, des navets d'automne et d'hiver. Il va encore manger des fleurs là. Ah oui, j'attends avec impatience la floraison des Bon, ça hémérocales. doit y être là en ce moment. Et c'est excellent, mais ça vraiment, à l'apéro. La fleur, quand on enlève le pistil, les étamines à l'intérieur, il nous reste un genre d'entonnoir. Oui, Hein. oui, oui. Et à l'intérieur, tu mets un petit fromage frais, de chèvre si possible, tu refermes, tu mets au frigo, Ouais. et c'est très bon, c'est un peu acidulé. Moi, j'aime absolument pas cette espèce de texture charnue et avec une saveur très végétale. Ah, ça y est, tu fais de la confiture. Ah oui, bah les myrtilles, ça y est. T'en quoi. récoltes autant que ça? Oh ouais, mais c'est un truc de fou. On a 5 pommes, attention, hein, c'est des pots costauds, ça veut dire C'est la 60 marque. cm. Je leur mets un petit peu d'engrais en début de saison et après ça donne. Le seul inconvénient, ce sont les oiseaux. Donc là, j'ai intérêt à mettre mes filets tout autour, sinon ils viennent tout becter, même quand elles sont vertes. On arrose évidemment, de préférence le soir en cette saison. Comme je le dis souvent, à partir de 28 degrés environ dans la journée, douche obligatoire de toutes les plantes qui ont besoin d'une certaine humidité, à savoir les hydrangeas, les rhododendrons, les fougères, toutes ces plantes-là qu'on a en abondance chez Conifères nous. aussi. Alors conifères, c'est important par rapport à l'araignée rouge. Alors ça peut même se faire dans la journée. L'araignée rouge se développe par la chaleur et la sécheresse. Si vous mouillez le feuillage, évidemment, vous allez créer un milieu défavorable pour les tétraniques. En revanche, on ne mouille pas le feuillage des tomates, des courges, on évite, des rosiers aussi, des phlox, des astères, de façon à éviter certaines maladies cryptogamiques, que ce soit l'oïdium ou que ce soit la tache noire ou le mildiou. On arrose bien nos pieds. Il y a un truc que tu fais pas, toi, pour ombrager ta serre, et qui est pourtant un truc tout bête, c'est de badigeonner du blanc. Non, parce qu'on a Des clés. Ah oui. qu'on laisse en permanence et qui descend même à 50 cm sur les côtés, donc voilà, c'est suffisant. Alors en cette saison, rappelez-vous qu'abinage vaut 2 arrosages, donc décroutez bien la terre, surtout si vous arrosez aussi, parce que si vous arrosez sur une terre qui a été cramée par le soleil, qui est dure, etc., vous allez voir que l'eau, elle ruisselle, et donc ça rentre pas. Donc le fait de décrouter avec la binette, eh bien, ça va vous permettre de faire pénétrer votre eau, et donc vous aurez un arrosage qui sera efficace. Attention, dans les bassins, vous allez constater souvent qu'il y a une prolifération de plantes, surtout quand il fait chaud et que les bassins ne sont pas très profonds et que la température de l'eau monte. La végétation aquatique, c'est démentiel au niveau de la rapidité de croissance. Il faut un petit peu nettoyer ça de temps en temps. On va terminer cette séquence en vous rappelant que c'est le moment, on peut le faire tout juillet, on sème les fleurs bisannuelles, les pâquerettes, les pensées, les silènes, les giroflées, les myosotis, les œillettes poètes, les digitales, les roses trémières, même les primes verts des jardins, les viola cornuta, tout ça, vous pouvez les semer maintenant, et puis vous les repiquerez, c'est un mois ou deux, et pour avoir des plants que vous mettrez à l'automne, qui fleuriront au printemps prochain, et ça sera vraiment très, très sympa. On va surfer où? On va aller sur Instagram. En France. Oui, en France. Oh, oui, il oui. ne fait plus voyager. Non, on va descendre dans le Gard et puis avec un compte qui s'appelle Botanique Pragmatique. Ah, Derrière ce compte Botanique Pragmatique se cache Lina, qui a 33 ans, qui est ingénieure, paysagiste, concepteur. wow. Une pro, elle a quand même 50 800 abonnés, 893 000 j'aime, donc ça veut dire que ça plaît. Et pourquoi ça plaît? Elle est toute simple, elle est dans le sud de la France, elle est près du pont du Gard, elle est passionnée d'ethnobotanique, elle a créé son blog, on la retrouve aussi sur TikTok, donc c'est très intéressant, elle fait partager ses expériences. Ça va te plaire parce qu'il y a du texte pour nous expliquer, il y a des vidéos, des plantes qu'elle croise avec des explications très pratiques, donc même pour toi ça va te plaire, mais pour moi aussi, je vais comprendre ce qu'elle dit. Pas comme Et donc, moi. voilà, Je comprends c'est rien ça. de ce que je raconte. On a des ralentis d'insectes pollinisateurs, enfin c'est très Ah bien oui. fait. J'ai bien aimé ce compte-là. Les explications sont concrètes. Donc, botanique pragmatique. Moi, j'ai un livre déjà pratique et pragmatique qui est créer un point d'eau même dans un petit jardin. C'est un livre qui est d'origine anglaise, de Kate Bradbury, chez Larousse. Donc, elle fait 4 projets qui vont vous permettre, avec des dessins d'ailleurs assez simplifiés, de vous donner une idée de faire des petits bassins. Et franchement, un point d'eau dans un jardin, ça change complètement la vie. C'est un
lieu de rencontre de la biodiversité qui est très intéressant. Donc on vous met aussi l'ensemble de tous les végétaux que vous pouvez mettre dans votre bassin. C'est ultra simple, c'est pratiquement que des photos légendes, etc. Il y a même les petites bébêtes qui vont venir à l'intérieur de votre bassin. Vous avez les grosses aussi, parce qu'on vous parle des oiseaux, des batraciens, etc. C'est un petit livre sans prétention, mais c'est un petit livre qui est plutôt bien fait, comme le font généralement les Anglais. Ça coûte 16,95. Ça s'appelle « Créer un point d'eau même dans un petit jardin » et c'est plutôt pas mal. Alors on va changer complètement de registre et même de niveau avec ce manifeste du jardin émotionnel. Le titre est franchement rébarbatif, mais je vous conseille d'y aller, de vous y plonger, parce que d'abord Arnaud Morière et Eric Ossard, les auteurs, sont des amis de longue date que j'apprécie pour leur talent, des paysagistes, des créateurs de jardins et des penseurs du jardin. Et comme on le voit ici, on a énormément de citations, on a énormément de réflexions. Et c'est un livre que l'on peut parcourir en picorant et qui fait du bien parce qu'on se rend compte que ces gens, au fil des années qu'ils ont passé sur le terrain, ils ont compris énormément de choses. Si on va lire ça, le dessin d'un jardin, des murs pour limiter, un seuil pour entrer, des allées pour s'approprier le sauvage. Voilà, on est déjà dans le concept hyper moderne d'aujourd'hui. Et c'est un concept moderne intelligent. C'est un livre qui est simple, qui est pratique. Enfin, non, oui, il est pratique parce qu'il vous donne des bonnes idées. Ce n'est pas un livre de jardinage. C'est un livre qui va vous permettre de savoir exactement ce qu'est un jardin et ce qui doit être aujourd'hui. C'est illustré évidemment par des créations d'Arnaud et d'Éric. Franchement, ça vaut le coup de se plonger là-dedans. Donc ça s'appelle malheureusement Manifeste du jardin émotionnel, mais le mot émotionnel est à toutes les pages. C'est un livre d'émotion, c'est un livre que l'on ressent, c'est un livre profond, et pourtant c'est écrit avec des mots simples. Donc je vous le conseille à tous, c'est chez Plume de Carotte, ça coûte 19 € et c'est très 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 bien. C'est Alberto qui nous interroge sur News Jardin TV et qui dit « J'ai entendu parler de rosiers remontants et non remontants et dont la taille se fait à des saisons différentes. Si c'est le cas, je ne saurais pas reconnaître si mes rosiers sont remontants et non remontants, mais comment faire ?» Alors ça, c'est la question basique de tout débutant jardinier, et je sais que, et je les salue, beaucoup d'entre vous démarrent dans le jardinage. Je vais laisser Roland essayer de vous l'expliquer simplement parce que j'ai pas envie de vous casser la tête avec ça. Rosier remontant, c'est quoi ? C'est pas grimpant. On peut quand même s'interpeller sur les jardiniers qui ont créé les termes, c'est quand même des sacrées buses. Ils auraient pu faire des trucs plus compréhensibles. Remontant, c'est la sève qui va remonter, floraison, de mai jusqu'au gelé. Ouais, alors c'est pas exactement ça. Ben voilà. Bon, c'est un rosier ou une plante remontante qui va fleurir plusieurs fois au cours de la même saison. Là, vous avez une définition extrêmement simple, tandis que le rosier non remontant est un rosier généralement de création ancienne. Les rosieristes ne créent plus de rosier non remontant parce que le rosier non remontant ne fleurit qu'une seule fois. Il va fleurir de façon très abondante, énorme, mais ça va être concentré sur quelques semaines, généralement à la fin du printemps pour le rosier. Donc la remontance, c'est facile à regarder. C'est une fois que vous avez eu la première floraison qui est toujours plus importante. Eh bien, si vous voyez de nouveau des boutons continuer à apparaître, vous êtes sur un remontant. Si au contraire votre rosier s'est endormi, ou du moins continue à faire des pousses mais sans fleurs, après avoir son épanouissement maximal, ben là vous êtes sur du non remontant. Alors Roland m'a pas donné la solution, et moi je ne l'ai pas non plus, de trouver un mot qui aurait pu être plus explicite que celui-ci, qu'il suffit d'apprendre et de comprendre. Bon, on a grimpant c'est le rosier qui prend des tailles énormes, qui est comme une plante grimpante, qui est sarmenteux, qui est jusqu'au rosier liane. Et le remontant, donc ça peut être un buisson, ça peut être un grimpant aussi. Ça peut être un fraisier. Exactement, ça peut être un fraisier qui fructifie donc plusieurs fois ou qui fleurit plusieurs fois dans la saison.
Ça n'a rien à voir avec la sève, parce qu'il n'y a pas de remontée de sève. C'est une croissance permanente qui se fait chez la plante. À savoir que sur les premiers rosiers remontants, les plus anciens, on avait cette séparation qui donnait bien cette idée de remontance. On avait la floraison fin mai-juin, une dormance estivale, la plante ne faisait que de faire quelques feuilles, et puis, après les vacances, on avait de nouveau pour septembre une nouvelle floraison. Aujourd'hui, le travail des rosieristes consiste à faire en sorte que votre rosier ne perde pas son intérêt depuis le mois de mai jusqu'au gelé. Et on a plein de variétés aujourd'hui de qualité qui fleurissent en permanence. Alors elles ne seront pas aussi recouvertes de fleurs que ces immenses rosiers lianes qu'on connaît, comme Bobby James, ou des très très beaux rosiers grimpants. Je vois Seagull, par exemple, des trucs... Wow. Mais qui sont éphémères. Où on a parlé il y a quelques semaines de ces rosiers galliques qui sentent magnifiquement bons et qui fleurissent qu'une seule fois. Il a eu raison de dire qu'on taille à des saisons différentes. C'est plus compliqué parce que le remontant, donc le floraison permanente, tiens voilà, j'ai trouvé le bon terme, même si c'est pas tout à fait permanent, on va tailler les fleurs régulièrement, on va pas oublier de couper les fleurs régulièrement. C'est l'entretien, mais c'est important. Oui. Et on va tailler au début du printemps, c'est d'ailleurs le cas aussi pour le framboisier remontant, on va le tailler au début du printemps, alors que le non remontant, l'éphémère, le floraison éphémère, le taille juste après la floraison. Voilà. Après ce moment. Oui, j'étais plus large sur les autres plantes, c'est juste après la floraison. Oui, sur le rosier, donc vous allez y aller maintenant. Et la taille n'est pas la même. Sur le non remontant, c'est simplement une taille d'entretien. On va rééquilibrer, on va éliminer les pousses les plus vieilles. Dans la taille, il y a toujours cet esprit de rajeunissement. Je coupe ce qui est vieux, qui commence à se lignifier, qui perd un petit peu de son intérêt, et je reprends du jeune avec des bois plus verts, etc., pour qu'il soit plus intéressant. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. J'adore vraiment profondément la plante dont nous allons parler maintenant, et je pense que vous êtes extrêmement nombreux à avoir le même avis sur ce végétal qui est merveilleux et qui est plein de symboles que l'on va essayer de voir. Je veux parler de la passiflore. On tombe amoureux de la fleur, ça, c'est obligatoire. Nous sommes dans un genre simple à se rappeler qui s'appelle Passiflora, créé par... Eh ben, le Carl, oui. Cacarle, on l'appelle entre nous. Ah bon, non, monsieur Carl von Linné. 530 espèces dans le genre, donc il y a beaucoup de diversité. Plante qui a donné son nom à sa famille, Passifloracées. On connaît très très mal les autres Passifloracées, peut-être éventuellement Adenia, peut-être éventuellement Turnera pour certains d'entre vous. Je vous en mettrai une petite photo juste pour vous donner envie de les découvrir, mais sinon, ce sont des plantes qui sont très méconnues parce qu'elles sont tropicales. Ce sont des lianes qui sont assez importantes pour la plupart, feuillage persistant, feuillage extrêmement variable d'une espèce à l'autre, qui permet parfois au feuillage de reconnaître l'espèce, dont certains sont aussi, comme Passiflora coriacea par exemple, très décoratif au niveau de son feuillage, qui est comme des grandes ailes, un petit peu marbré, c'est vraiment très très beau. Essentiellement du végétal sud-américain. Quelques rares asiatiques. Il semblerait qu'il y en ait une de Madagascar. J'ai essayé par tous les moyens de savoir quelle était cette espèce d'origine malgache, j'ai pas trouvé. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire, ça me fera plaisir au moins d'apprendre quelque chose que j'avais envie de savoir et que j'ai pas trouvé. Ces passiflores sont appréciés pour leurs fleurs. Bon, je disais le feuillage pour certaines, mais essentiellement leurs fleurs. Fleurs très étonnantes dont on va essayer de comprendre la forme. Pourquoi d'ailleurs on a appelé ça la fleur de la passion. Défaut quand même, fleurs éphémères. Ça dure quoi ? Une journée et demie maximum. Et puis, on apprécie les passiflores, pourquoi ? Toi en premier. Les fruits de la passion. Bah tiens. Ah oui. Ah, il est en train de dormir là. Ah non, j'étais encore amoureux de la fleur, je dis une journée pour avoir les fruits, c'est vrai que c'est court. Les passiflores sont pour beaucoup ce qu'on appelle entomophiles, c'est-à-dire qu'elles sont fécondées, pollinisées par des insectes. Et il y a même une histoire assez étonnante avec ça, c'est que vous avez une coévolution qui s'est faite avec certains papillons, notamment Agrolys valinale,
qui est le papillon passion, d'ailleurs, papillon associé à la fleur de la passion, très beau, orangé, Amérique centrale. Et il va se nourrir à l'état adulte du nectar des fleurs, de plusieurs espèces, incarnata, très joli incarnata rouge, lutea. Quelle couleur, lutea? Bleu. Non, jaune, toujours. Oh, j'étais pas loin. Et Passiflora foetida. En même temps, donc, il les pollinise. Et il pond, lui, exclusivement sur les feuilles de ces espèces qui servent à nourrir les chenilles. Donc, c'est des plantes et des insectes qui sont totalement interdépendants. Vous avez des passiflores qui sont là pour charmer les oiseaux. Capsularis, rubra, sanguinolenta, perfoliata, par exemple, sont pollinisés par des colibris. Ah, c'est les tout petits, ça, oui, mais c'est pas chez nous, hein. Mais non, je dis que ce sont des plantes d'Amérique tropicale. Je le savais. Ces colibris viennent aspirer le nectar. Ils sont en vol stationnaire, mais ils sont parfois obligés de s'approcher quand même pas mal. Et ils vont frotter le long des anthères. Ils vont avoir quelques grains de pollen sur les plumes. Et puis, ils vont donc aller de fleur en fleur. Par exemple, le colibri de Rivoli féconde essentiellement la passiflore jaune. Mais il y a mieux que ça. Une interdépendance avec certaines espèces par rapport à la longueur du bec et à la taille de la fleur. Il y a quelques colibris qui ont vraiment un bec quasiment aussi long que leur corps pour aller chercher le nectar tout au fond de la fleur. Et d'ailleurs, notamment, le fameux colibri porte-épée, Ancifera, qui est totalement dépendant d'une passiflore qui s'appelle Paritae et qui, malheureusement, alors là, avec un sujet qui t'intéresse qui s'appelle le réchauffement climatique, est en train de disparaître de la cordillère des Andes où elle habite habituellement, autour de 2000 mètres d'altitude. La plante devrait remonter. Le colibri, lui, peut monter, mais elle n'a pas le temps pour l'instant, et donc elle se dessèche, et le colibri, lui, n'a plus sa nourriture, et la plante n'est plus fécondée. Elle est devenue aujourd'hui, Passiflora paritae, l'une des espèces les plus rares du monde. On pense même qu'elle est éteinte dans son milieu naturel. Heureusement, les jardiniers sont là, ils l'ont préservée en culture. Oui, c'est quand même important. Les passiflores peuvent aussi être associés avec des chauves-souris. Certaines espèces ont à la fois une floraison qui s'épanouit en fin de journée et la nuit, et elles vont sentir mauvais. Il y a la Passiflora mucronata, par exemple, qui est visitée par une chauve-souris qu'on appelle le glossophage de Pallas, et qui est une souris frugivore, et donc qui est attirée par cette odeur de décomposition quand le fruit est très très mûr. Il y a plein d'associations comme ça, le colibri à tête noire avec la Passiflora penduliflora, il y a la chauve-souris à longue langue aussi. Alors, il a fallu que, au fil des millénaires, il y ait une grande langue pour aller chercher le nectar. On va aller maintenant raconter quand même cette histoire de fleur de la passion, parce que qui est-ce qui a donné ce nom de fleur de la passion? Oui, parce que je ne vois pas le rapport, en fait. Eh bien, c'est les missionnaires qui accompagnaient les conquistadors espagnols qui ont découvert la plante. Et ils ont tout de suite pensé aux instruments de la passion du Christ. Quand vous regardez une fleur de passiflore, vous avez toujours autour de la fleur, vraiment qui entoure le centre, des filaments qui forment comme une sorte de couronne. Et on a vu quoi? La couronne d'épines. Oh, allez donc les gars, ça a de l'imagination. Hein. Mais il faut regarder, parce que c'est assez étonnant. Comme tu dis, ils ont eu de l'imagination, mais c'était quand même bien observé. Quand on regarde les trois styles du pistil, ils ont une forme de clou. Vraiment, on a l'impression d'avoir la tête du clou et puis cette partie pointue. Le clou qui a perforé les mains lors de la crucifixion. Ça, c'est un petit peu plus compliqué de voir dans l'ovaire la forme du marteau qui a planté les clous. Les feuilles de certaines espèces sont terminées par trois pointes, comme la lance qui a percé le flanc de Jésus. Il y a les vrilles, qui sont le fouet avec lequel il avait été flagellé. Oui. Et puis, il y a les 5 étamines qui rappellent les 5 plaies qu'il avait sur le corps au moment de son décès. Et puis pour finir encore, dans la même histoire, il y a 10 pétales et sépales au niveau de la fleur. Et ça fait les 10 apôtres. Ah oui, moi j'avais appris 12, mais bon, après, oui. c'est peut-être un peu planté. Mais parce que il n'y avait pas Judas qui avait trahi, et il n'y avait pas saint Thomas qui avait douté. Ah oui. Ils les ont exclus. Bon, oui, tout ça, évidemment, il fallait être jésuite pour pouvoir avoir cette idée-là. Mais quand on regarde, c'est quand même assez intéressant.
Et c'est franchement très extraordinaire de regarder la structure, l'architecture de cette fleur. On terminera avec un petit mot quand même de l'usage médicinal de la plante, parce que depuis très longtemps, elle avait été considérée comme étant importante au niveau nerveux, au niveau aussi gastro-intestinal, et on a fait des études qui montrent aujourd'hui qu'il y a des flavonoïdes, des alcaloïdes aussi, un peu sédatifs. Alors attention, il y a certaines passiflores qu'il ne faudrait pas fumer parce que ça pourrait être un petit peu gênant. C'est calmant et ça peut être un extrait de passiflore, un bon traitement contre l'anxiété. J'espère qu'après toute cette émission, vous ne serez plus anxieux, que vous aurez passé un bon moment avec nous. En tous les cas, c'est comme ça qu'on va terminer. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à être fidèles. Vous êtes là même au moment du chat le matin, tous les samedis à 8h. Là, vous pouvez être en direct, parler entre vous, etc. De temps en temps, on est là aussi avec vous. Roland, merci d'être là. Merci Patrick. Il y avait Luc aujourd'hui pour le son. Il nous fait un petit signe. Il est très efficace, très professionnel. Miguel, toujours au milieu de ses caméras, je ne sais même pas comment il arrive à se débrouiller avec tout ça. Il y a des fils partout, il y a des manettes partout. Mais regardez, il nous fait quand même une belle émission, puisque c'est lui qui nous fait toute la partie vidéo. Et puis Nicole qui surveille tout. Elle est montée sur un grand siège, elle est avec son casque et elle est en train de nous regarder. Quant à notre mascotte, c'est Perle, notre petit Westie, qui est trop mignonne, que l'on aime. Nous, on vous aime aussi. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.